Donc l'histoire se poursuit, évidemment. Aussi, ce qui est assez étonnant, c'est que elle va tout le temps rencontrer des personnes qui vont l'aider tout au long de ses multiples voyages à pouvoir entrer dans divers pays, et elle va chercher la connaissance. Elle se dit chercheur de vérité, chercheuse de sagesse. Et à l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez spécial, d'assez nouveau. Et elle va faire vraiment beaucoup de rencontres. Et on dit qu'au travers de ces rencontres, elle va vivre deux initiations. Une première initiation en Égypte, qui est assez spéciale, où elle va être enfermée pendant plusieurs heures dans un sarcophage égyptien, dont elle ignore complètement l'aboutissement. Il faut comprendre aussi que c'est un petit peu comme si elle se laisse guider par les mains du destin, et elle a confiance. Il va exister beaucoup de choses. Ce qui est très curieux, c'est qu'elle sait lire les hiéroglyphes égyptiens sans que personne ne lui ait appris. On verra plus tard, quand elle va rentrer au Tibet, il va se passer toutes sortes de choses. Et tout le monde va reconnaître qu'il a dû se passer quelque chose d'assez spécial dans cette existence, parce qu'elle va lire énormément de langages inconnus pour l'époque, sans que personne ne lui ait appris quoi que ce soit. Bon, c'est pour ça que quand même, on développera un petit peu cette partie-là. Elle va être traitée d'imposteur, parce que au départ, les gens ignorant tous ces langages-là vont dire elle a inventé, elle a créé de toutes pièces, et ça n'existe pas. N'oublions pas que quand on parle du 19e siècle, c'est le siècle où on ne croit qu'à ce que l'on voit. Même si encore aujourd'hui c'est comme ça, malheureusement, mais c'est encore pire au 19e siècle. Alors imaginez-vous quand même. Et n'oublions pas aussi que le 19e siècle, c'est le siècle où on disait que tout objet plus lourd que l'air ne pouvait pas voler. Donc, et ça c'était les scientifiques, et au 19e siècle, les scientifiques sont considérés comme les sages, c'est-à-dire tout ce que dit un scientifique, les paroles d'évangile presque. Donc, et on suppose quand même qu'au 19e siècle, il devait y avoir quelques oiseaux qui volaient dans le ciel, et je pense qu'un oiseau est un peu plus lourd que l'air. Enfin bon, c'est une parenthèse que je fais ici. Donc, ce qui veut dire que quand même, il y avait une forme d'aliénation. À l'époque, nous, ça nous fait rire quand on lit tout ce qu'il pouvait se dire au 19e siècle, mais à l'époque, non, c'était la vérité. Et elle va vouloir complètement ouvrir de nouvelles portes. Donc, Madame Blavatsky voyage. À un moment donné, elle ne pourra pas recevoir d'argent de son mari, parce que l'argent ne peut pas se promener comme ça aussi facilement. Donc, quand elle avait un besoin d'argent, elle faisait quelque chose d'assez spécial. Elle organisait un concert de piano qu'elle-même donnait. Donc, c'est assez particulier, parce que nulle part nous ne voyons qui a été son maître de piano. Et donc, c'est un peu surprenant. Et aussi, elle avait rencontré le couple Schumann. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les œuvres de Schumann, mais la femme, Clara, notamment, disait que probablement, si elle persévérait un peu dans cette voie, elle pourrait faire quelque chose de très intéressant. Donc là aussi, mystère total sur sa formation musicale. Donc c'est ça, elle organisait un concert, ramassait l'argent et continuait ses voyages. On sait qu'elle est venue ici. Elle est venue à Montréal, et elle a tourné un petit peu autour de Montréal pour rencontrer les Amérindiens d'ici. Elle voulait rencontrer la sagesse amérindienne. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, parce qu'elle fait pas un hommage très éloquent des Amérindiens qu'elle va rencontrer, parce que elle va passer une nuit sous les tentes avec les tipis amérindiens, et elle dit un matin, quand elle va se réveiller, tout le monde est parti, et il lui avait piqué ses vêtements et ses chaussures. Donc elle dit la spiritualité amérindienne, elle a bien changé. Elle va ensuite elle va aller aux États-Unis, vouloir rencontrer les Mormons. Alors probablement ils ont aussi une forme de sagesse, mais les mœurs mormons apparemment ne la satisfont pas trop, et elle va rentrer en Europe. Donc en fait, elle va vouloir absolument côtoyer
tous ceux qui sont supposés être des héritiers de grandes traditions et de grandes sagesse, parce que elle a une grande volonté, c'est de rallier toutes les connaissances et de relier toutes les sagesses. Mais il y a quelque chose de très spécial qui arrive dans la vie de Mme Blavatsky, et qui est qu'elle entend des voix et elle voit des personnages que les autres personnes ne voient pas. Donc ça aussi, je vais y revenir là-dessus, mais c'est ce que l'on va appeler plus tard sa rencontre avec les maîtres de sagesse. C'est un peu spécial, ça va faire partie d'une autre partie de ma conférence, puisque ce sont des êtres qui vont se manifester à elle sous un aspect que tout le monde ne peut pas forcément voir. Donc c'est quelque chose auquel elle peut accéder, mais pas tout le monde. Et donc ces maîtres de sagesse, dont elle parle très peu, mais bon, il y a quelques éléments qui sont indiqués dans cet ouvrage-là, lui indiquent qu'il faut absolument qu'elle aille au Tibet. Elle tergiverse un peu, elle n'est pas complètement convaincue, parce qu'elle a un sacré caractère, disons, Mme Blavatsky, elle est un peu entêtée, si on pouvait parler ainsi, et ça va lui prendre 10 ans, en fait, avant qu'elle rentre au Tibet, qu'elle puisse rentrer au Tibet, et quoi que l'on dise, c'est la première femme qui va rentrer au Tibet, et non Alexandra Davinil, comme souvent il avait été dit. Elle rentre au Tibet, il y a peu d'éléments qui sont donnés sur ce qui se passe au Tibet, mais le lama qui a traduit pour les Occidentaux le livre des morts tibétains, c'est-à-dire le Bardo Todol, va dire d'elle qu'elle a dû suivre une initiation, mais certainement ça devait être une initiation rapide parce que dès le départ, elle sait lire le sanskrit. Or, le sanskrit, c'est pas l'hindi, c'est pas le langage courant employé. C'est-à-dire que pour lire le sanskrit et une langue encore plus ancienne que le sanskrit qui est Senzar, alors là, il faut être au top du top de l'initiation pour lire ça. Alors, je ne sais pas si c'était devenu initié au Senzar en 3 mois, ça se vendait déjà au Tibet à cette époque-là, mais j'y crois pas trop. Donc il y a quelque chose aussi de curieux. On dit qu'elle rencontre bien sûr quelques lamas de l'époque, mais on ne raconte pas, il n'y a pas de détails, et elle-même dit très peu de choses sur ce qui se passe au Tibet. Mais par contre, elle va rapporter énormément de connaissances du Tibet, mais non pas qu'elle prend tous les livres des bibliothèques et qu'elle ramène avec elle, mais c'est surtout qu'elle a une mémoire très spéciale, et ça aussi on va en reparler. Donc son passage au Tibet est assez, je dirais, c'est une étape très marquante dans sa vie, puisque elle va être au contact de textes très très anciens, qui sont des archives très anciennes, dont j'y reviendrai par rapport à son œuvre, notamment tout ce qui est en rapport avec les stances, qui sont des extraits, des chapitres, si vous voulez, de Xian, qui vient de Diyan, qui signifie, il y a plusieurs significations parce que c'est du sanskrit, mais qui voudrait dire, d'une manière générale, méditation mystique. Bon, on va y revenir à ça, parce que ça c'est un élément très important et qui va influencer énormément le monde. Parce que ça va être comme une ouverture sur les grandes connaissances de l'univers et de l'humanité. On dit que les stances de Xian sont les plus vieilles archives de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose d'un peu spécial.